Opinion. Radio Sud-Est vous propose une série d'entretiens avec les candidats à l'élection territoriale de Martinique. Opinion. Un rendez-vous hebdomadaire le samedi entre 11h15 et 12h. Ce samedi 24 octobre, l'émission Opinion reçoit Francette Rosamond, tête de liste de Martinique gagnante. Laissez toutes vos questions au 05 96 51 24 27 ou alors sur la page Facebook de Radio Sud-Est. Une émission que vous pourrez visionner en rediffusion sur www.wattv.tv. Bonjour, merci une fois de plus de votre confiance à Radio Sud-Est qui émet sur les 89.3 en FM et qui a une adresse internet radiosudest.com. Et merci également de votre confiance et votre fidélité à notre émission Opinion. Opinion qui est une émission d'entretien avec les différents candidats à l'élection des 6 et 13 décembre pour la collectivité territoriale de Martinique. Et pour animer avec moi cette émission, Dany. Dany, bonjour. Bonjour Andy et bonjour à nos auditeurs. Et comme vous l'avez entendu avec nous aujourd'hui, Francette Rosamond. Francette Rosamond qui est tête de liste de Martinique gagnante. Francette Rosamond, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Et bien sûr, les téléspectateurs de Watt TV qu'on salue. Merci également donc à vous, chers amis. Alors, Francette Rosamond, vous êtes également responsable d'Interentreprise, qui est un magazine économique. Effectivement, ça fait 17 ans que j'ai lancé un magazine économique aux Antilles-Guyane qui s'appelle Inter-Entreprise, qui paraît tous les mois et qui est considéré comme le magazine leader de l'information économique sur ces 3 territoires. Et nous avons également un site internet où nous donnons de l'information tous les jours, ainsi qu'une newsletter, une lettre confidentielle exactement, tous les 15 jours. Donc nous sommes vraiment une entité médiatique tournée vers l'économie. Quelle est votre formation ? Vous êtes économiste ? En fait, l'économie m'a toujours intéressée parce que par instinct, j'ai toujours su que c'était ce qui menait le monde. C'est-à-dire, et qu'on rentre dans l'économie très tôt. Dès que vous êtes dans une cour de récréation et que vous achetez un carambar, vous êtes dans l'économie. Donc pour moi, j'avais cette envie de comprendre. Donc j'ai fait des études tout à fait classiques parce que mes parents n'étaient pas, c'était des gens modestes, donc de secrétariat. Et puis après, j'ai bifurqué dès que j'ai compris que c'était ce que j'aimais. J'ai fait une école de journalisme et puis je me suis intéressée à ça. À l'économie. D'accord. À l'économie. Alors, est-ce que Martinique gagnante se considère comme un mouvement comme les autres mouvements citoyens qui se présentent à ces élections? En fait, Martinique gagnante, effectivement, est une nouvelle organisation. Dans notre slogan, nous disons que nous sommes plus qu'un parti. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que la Martinique a des potentialités, mais qui pour aujourd'hui, elles sont un peu, pas mises à leur meilleur niveau. Or, pour pouvoir gagner, pour pouvoir être dans une posture positive et se projeter, il faut avoir des processus gagnants. Et sans pour autant anéantir les autres. On n'est pas, d'ailleurs, si vous regardez notre logo, nous disons Martinique gagnante avec la Guadeloupe et la Guyane. Ce qui veut dire que nous sommes dans une coopération, une co-création avec l'ensemble des Martiniquais pour pouvoir aller plus loin et se projeter. Donc, oui, nous sommes une organisation politique différente parce que nous avons déjà cet ADN-là, c'est-à-dire la co-construction, et que nous mettons l'humain, le Martiniquais, au centre des processus. Voilà. D'accord, alors Martinique gagnante, on va savoir à travers votre programme à quoi on va jouer. Mais est-ce que la Martinique, vous la pensez comme une entreprise ? La Martinique n'est pas qu'une entreprise. La Martinique, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont entreprenants. C'est-à-dire qu'une mère de famille qui a 3-4 enfants, qui doit trouver avec son époux, voire seule, vu qu'il y a beaucoup de femmes seules ici, comment les habiller, les faire manger, les emmener à l'école, etc., et les mettre dans une perspective de progrès. Ce sont les Antillais, les Martiniquais, les habitants de la Martinique sont des êtres entreprenants. Et les gens qui n'entreprennent pas leur vie, généralement, ils rencontrent quelques difficultés. Et c'est ce travers-là, cet aspect, cette qualité-là, que je considère qui est, qui traverse la Martinique. Et c'est celle-là que nous avons envie de remettre en mouvement. Les Martiniquais ne sont pas des gens feignants. Les Martiniquais sont des gens qui aiment faire des choses et qui font des choses. La Martinique entreprenante. Une Martinique entreprenante. Et qui peut l'être, parce qu'elle l'est déjà. Et c'est ça qui fait justement l'originalité de notre démarche. Nous nous sommes adressés
à des gens qui font la Martinique déjà, mais avec un certain nombre de difficultés. Nous sommes allés voir aussi bien des gens dans le social, dans le transport, dans l'accompagnement des femmes, des familles, etc. Et pour leur demander comment faire mieux avec ce qu'on a. Parce qu'à Martinique gagnante, on ne se raconte pas d'histoire. On sait qu'il y aura moins de dotations de l'État français. Donc, il faut faire mieux avec ce qu'on a déjà et se mettre en capacité d'aller discuter pied à pied avec l'État français et avec l'Europe pour avoir d'autres sources de financement. Donc, ce sont ces gens-là que nous sommes allés voir et c'est pour ça qu'on peut dire tout à fait concrètement et le marteler et le crier bien fort, il y a des gens extrêmement entreprenants dans toutes les parties de la Martinique. Vous définissez 5 conditions pour une Martinique gagnante. C'est votre credo peut-être. Organisation et formation. Absolument. Donc vous allez nous dire ce que vous comptez faire à ce niveau. Avoir des produits et des services qui répondent à une demande, à une attente. Et également des marchés. Et puis un financement et enfin un environnement administratif approprié. Donc dans l'ordre, sur quoi allez-vous travailler ? Là, c'est la partie de notre programme qui concerne l'économie. Effectivement, dans le premier item, l'organisation. Une entreprise qui n'a pas une bonne organisation administrative, elle est vouée à un moment ou à un autre à connaître des difficultés. Aujourd'hui, il faut regarder la Martinique telle qu'elle est. C'est un tissu majoritairement constitué de petites entreprises, donc de TPE, et qui n'ont pas forcément. Les petites entreprises sont dirigées par qui ? Par des hommes ou des femmes qui ont un talent et qui décident que ce talent crée de la valeur ajoutée pour leur permettre de vivre. Mais ce ne sont pas forcément des spécialistes de l'administration, de la comptabilité, du financement, etc. À Martinique gagnante, on se dit, il y a des processus qui existent et qui ne sont pas utilisés, comme par exemple les groupements d'employeurs ou les groupements d'entreprises, qui permettent à des entreprises de se regrouper pour pouvoir se mettre ensemble sur un certain nombre de sujets. Par exemple, la finance, l'administratif, la comptabilité, etc. Et donc, d'une part, ces groupements d'entreprises sont presque pour moi une forme vertueuse. Pourquoi ? Elles permettent à des petites organisations de se mettre en bonne conformité par rapport à leurs obligations et puis elles permettent d'embaucher des gens de bon niveau qu'une petite entreprise ne peut pas embaucher seule. Une petite entreprise ne peut pas embaucher par elle-même, s'il y a 2-3 salariés, un expert comptable. Or, souvent dans les activités, on a besoin d'un expert comptable. Un expert comptable qui se retrouve logé dans un groupement d'employeurs, tout de suite, ça permet de payer la personne correctement et qu'elle puisse fournir à 4, 5, 10 entreprises ce service de qualité. C'est en ces termes-là que je dis il faut une organisation. Les difficultés des petites entreprises viennent de là, de ce défaut d'organisation pour vous ? La France, d'une manière générale, ne se regarde pas telle qu'elle est. C'est-à-dire, parce que ce dont je parle, le tissu économique de petites entreprises, c'est valable pour la France entière aussi. Ce n'est que maintenant que viennent d'être pris par le gouvernement français et aussi bien au niveau de l'Europe, une manière de faire tenant compte des petites entreprises. Donc, aujourd'hui, les petites entreprises se retrouvent à devoir appliquer des choses qui sont prévues pour des grandes. Donc c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Donc moi je ne blâme pas un petit entrepreneur qui n'arrive pas à se retrouver ou à remplir toutes ses obligations parce que justement pour pouvoir remplir certaines, il faut avoir un service énorme. Par exemple, je vais donner un exemple concret. La CGSS, la Caisse Générale de Sécurité Sociale, vient d'organiser il y a 2 jours une rencontre à Madiana pour ses 70 ans. Une entreprise a entre 1 et 5 salariés. De plus en plus, la Caisse Générale de Sécurité Sociale souhaite que les entrepreneurs dématérialisent toutes leurs déclarations, etc., n'aient plus de version papier. Ils ont mis leurs documents sur Internet. Et ils font une publicité en disant qu'en un clic, vous avez tout déclaré. J'ai fait l'expérience. Je suis pourtant quelqu'un qui n'est pas peur des technologies. Je ne suis pas arrivé à déclarer mes 2 salariés. Oh. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans. Donc vous vous rendez compte, vous êtes une entreprise, vous avez une entreprise, il y en a beaucoup qui ont 1, 2, 3, 5 salariés. Il vous faut payer quelqu'un pour faire simplement une déclaration. Et moi je me dis, quand c'est comme ça, ça veut dire que ça a été conçu
pour une organisation où il y a un service de ressources humaines. Ça n'a pas été conçu pour des très petites entreprises. Donc, je me suis permise d'interpeller la CGSS et de leur dire, c'est une excellente idée de dématérialiser parce qu'effectivement, les chiffres d'affaires se réduisant, on n'a pas forcément, les très petites entreprises n'ont pas forcément la valeur ajoutée capable de financer un service comptable. Mais attendez, réfléchissez à vos documents. Ne faites pas simplement un copier-coller de ce qui existe en réel vers l'Internet. Questionnez-le de manière à ce que de plus en plus d'entrepreneurs utilisent les technologies, de manière à ce qu'une déclaration pour un salarié puisse être faite par l'entrepreneur lui-même. Et ça, c'est ce qui, pour moi, le modèle doit être questionné à tous les échelons. Et ce n'est pas forcément le chef d'entreprise qui est de mauvaise volonté. Voilà, je vais vous laisser au long de l'entretien revenir sur les autres conditions peut-être. On a parlé d'environnement administratif approprié, oui. Notamment. Bon, on aura l'occasion de passer. Voilà, très bien. Alors, autrement, vous parlez que les Martiniquais devraient saisir l'opportunité pour ces élections de mettre en place une nouvelle classe politique. En fait, à Martinique gagnante, on considère que la classe politique historique n'a pas changé depuis pas mal d'années et est dans des processus qui ne correspondent plus à ce qu'attend la population. C'est pareil en France. Oui, non, mais attendez, attendez, je vais même vous dire. Aux États-Unis, on n'a que les démocrates. Oui, mais attendez, je vais même vous dire pour aller dans votre sens. En Martinique, 303 000, une population de 380 000 habitants, 303 000 inscrits. C'est énorme. En France, on n'a pas tout ça. Et ils sont en train de voir si on inscrit les gens sur les listes automatiquement. Donc, déjà là, quand on dit que le Martiniquais ne s'intéresse pas à la chose politique, je dis non. Parce que sinon, ils n'auraient pas fait la démarche d'aller s'inscrire. En revanche, sur ces 303 000 inscrits, il y a 170 000 qui ne votent pas. Ça veut dire que l'offre politique ne leur convient pas. Et non pas qu'ils préfèrent aller à la plage le dimanche. Moi, je crois que, jour de vote, je crois qu'au contraire, il faut être là en regardant les problèmes tels qu'ils sont et en étant dans le réel. Quand quelqu'un se désintéresse, quand par exemple vous êtes dans un supermarché et que vous n'achetez pas un produit, c'est pas parce que vous n'avez pas le besoin, c'est parce que le produit ne vous convient pas. Donc c'est exactement la même chose. Je ne transfère pas le politique au niveau d'un produit de consommation, mais je dis on doit se questionner sur le pourquoi des choses et se dire quelle réponse mieux adaptée on doit arriver à apporter. Pourquoi est-ce que les Martiniquais, vous avez été voir justement les abstentionnistes, pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus satisfaits de l'offre politique actuelle ? Effectivement, à Martinique gagnante, nous avons fait beaucoup de terrain, nous le faisons toujours. Nous avons vu par exemple l'ensemble des marchés, nous sommes du nord au sud, parce que je considère qu'on a voulu prendre le pouls du pays. Et le pouls du pays, c'est là que ça se passe. Et qu'est-ce que nous avons entendu ? C'est effectivement une insatisfaction des gens qui se sentent délaissés. Délaissés, non pas, ils ne demandent pas qu'on fasse pour eux, mais qu'au moins qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent faire. Par exemple, une marchande du marin, le marin c'est une place touristique, oui. Et ces gens-là vivent de l'apport du tourisme, aussi bien encore le marin, il y a le port du marin qui est très développé où il y a beaucoup de gens, de plaisanciers, de passage. Ouais. Mais il y a aussi cette clientèle de séjour qui manque. Et que cette marchande qui constate qu'aujourd'hui, elle est obligée d'aller faire un petit pré-relais pour payer son loyer, alors que c'est quelqu'un de travailleur, on doit entendre ça. Et se dire, mais attendez, pourquoi on n'a pas une politique touristique digne de ce nom ? Pourquoi on reste sur des schémas qui ne sont pas productifs ? Et c'est en ça que je dis, oui, on a rencontré de l'insatisfaction. Et c'est ça que nous remontons. Et à travers notre programme à Martinique gagnante, parce qu'il faut bien dire que nous sommes peut-être le parti le plus jeune, mais nous sommes celui qui a le programme le plus riche, parce que nous sommes allés voir les gens et nous avons entendu leurs doléances et nous sommes en train d'enrichir notre programme. La semaine prochaine, vous allez voir que nous allons proposer une approche pour animer les marchés. Oui. Nos marchés ne sont plus animés. Tout ce que vous proposez est réalisable. Tout ce que nous proposons est réalisable et peut porter des fruits si on se met tous ensemble dans les 2 ans. Et c'est en ça qu'on se dit, les potentialités sont là. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas désespérés. Et qu'on se dit que la Martinique peut gagner. Mais la Martinique peut gagner, d'une part, si elle rentre dans le réel, si elle ne se raconte pas des blagues, si ceux qui ont les clés aujourd'hui ne nous font pas
voilà, iway ou pas way, quoi. On se dit les choses. Deuxièmement, qu'on se met à travailler. Et c'est pas là de pareil. Les Martiniquais sont des travailleurs. Il se trouve qu'hier, j'ai participé à une rencontre extraordinaire. Je me permets de les citer. L'association pour le droit à l'initiative économique, qui a signé avec l'assureur AXA un système d'assurance pour les gens de très petites conditions qui veulent se lancer dans des activités. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. Je me souviens quand l'ADI a voulu s'implanter en Martinique. Nos historiques ont tout fait pour que ça ne s'implante pas. Je trouvais ça mais incroyable. Au motif. Nos politiques historiques. Oui, nos politiques historiques. Vous n'avez qu'à chercher, vous allez trouver. L'ADI est là depuis 2007. Donc ils n'ont pas des pieds et des mains parce qu'ils considéraient qu'aucun Martiniquais n'avait besoin d'avoir ces microcrédits. Eh bien aujourd'hui, ce sont 1200 personnes qui sont accompagnées par an avec ce système. Eh bien, moi, je dis c'est ça. Et quand j'entends qu'une compagnie d'assurance se préoccupe justement de sécuriser le business de ces gens-là, la petite roulotte sur le bord de la route, la dame qui fait sa petite couture, etc. Trouver un système d'assurance de manière à ce que ces gens-là puissent travailler dans de bonnes conditions, eh bien, je dis rouleau bravo. Et je me dis, pourquoi nos historiques n'ont pas pensé à ça? Très bien. Alors, Dany l'a dit tout à l'heure, justement. Vous parliez également d'un fort effort à faire du côté de l'agriculture et de l'élevage. Ben en fait, là, pareil, nous sommes nos coopératives. On a plaqué son territoire insulaire, donc une île telle que la Martinique, des processus continentaux. C'est-à-dire que chaque filière devait avoir une coopérative. Chaque filière devait avoir une organisation bien spécifique, etc. Impossible à tenir. Nos coopératives, le maximum, c'est 12, 13, 14, 15 éleveurs. Avec 14, 15 éleveurs, vous ne pouvez pas avoir un système administratif cohérent, etc. Ce qui veut dire que ces coopératives, parce que par exemple dans la viande, il y a une coopérative pour le poulet, une coopérative pour le lapin, une coopérative pour le poron, etc. Impossible. Et là, c'est même pas 12-13, c'est 3-4 éleveurs. Donc, impossible de tenir ça. Donc, ce que nous disons à Martinique Gagnante, et on voit le résultat. Vous avez vu que récemment, le port a été bloqué par des éleveurs. Vous avez vu que récemment, il y a eu des négociations longues pour aboutir à quoi? Simplement à dire, écoutez, effectivement, il y a un problème. Deuxièmement, on va prendre vos noms et on va regarder sur quelle aide vous pouvez émarger. Je me dis, arrêtons de balader des gens. Soyons proactifs, reconnaissons que le système aujourd'hui ne fonctionne pas et qu'il faut maintenant coller les têtes. Que tous ces gens qui sont dans des stratégies personnelles dans l'agriculture mettent de l'eau dans leur vin et se disent, nous avons la capacité de mieux nourrir la population, c'est-à-dire reviennent à leurs fondamentaux, mieux nourrir la population, nous rendre un peu plus autonomes par rapport à l'extérieur, et puis comment peut-on s'organiser de manière à ce qu'on gagne? Et la proposition que nous faisons, c'est d'avoir une seule grosse coopérative qui réunisse l'ensemble des différentes filières, mais avec des gens qui ne piquent pas dans la caisse et qui sont honnêtes. Mais quel serait le rôle de la CTM? Le fait de rassembler, juste de rassembleurs La collectivité territoriale de Martinique, pour moi, c'est une évolution administrative. Oui. Ce n'est pas une évolution institutionnelle comme on veut le faire. On n'est pas en train d'aller vers l'indépendance, etc. Voilà. Le peuple martiniquais a dit des choses très claires en 2010. Il a dit, nous voulons une administration plus concentrée, plus ramassée, plus efficace, c'est-à-dire non pas département, région, mais une entité, mais seulement en restant dans le 73, c'est-à-dire en étant français de français, européen d'européen, etc. C'était très clairement ce que la population a envoyé comme message. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'ensemble du personnel politique souhaitait passer au 74 pour aller vers d'autres voies. Donc moi, je considère que le peuple martiniquais a été très, sage et s'est dit, il n'est pas question de partir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Cependant, il nous faut une meilleure organisation. La collectivité territoriale, c'est une organisation qui existe depuis 24 ans en Corse. Donc ce n'est pas une création ex nihilo. Par contre, il y a eu une amélioration de ce qui existe en Corse où on a constaté que les majorités trop courtes
empêche que les décisions soient prises, donc bloque le système. Donc du coup, c'est cette fameuse prime majoritaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette collectivité unique territoriale en termes de gouvernance? C'est la meilleure organisation du privé, c'est-à-dire une assemblée, un conseil et puis des satellites pour pouvoir un conseil de développement, etc. Notre port est organisé comme ça. Notre aéroport est organisé comme ça depuis 3-4 ans. Et ces deux entités fortes d'entrée de la Martinique, depuis qu'elles sont organisées comme ça, elles gagnent de l'argent. Elles sont plus efficaces. Elles vont chercher des marchés, etc. Après, on a peut-être des problèmes internes de sociaux, etc., notamment sur le port. Mais n'empêche que, en termes d'organisation, c'est la meilleure organisation. Donc maintenant, cette CTM doit être en capacité de permettre à ce que on crée en quelque sorte un guichet unique pour un certain nombre de problèmes. Pas de problème, pour un certain nombre de secteurs d'activité. Vous avez parlé de cadres, des cadres qui ne sont pas adaptés forcément à nos réalités. Absolument. Donc la CTM peut faire ça. Ce serait son rôle d'adapter les cadres. Absolument. Et le législateur a fléché de manière très concrète ce que doit faire cette CTM. Elle doit s'occuper de l'économie. Donc c'est très clairement le fer de lance de l'économie. Elle doit s'occuper de la santé, de la culture, de l'aménagement du territoire et de la coopération. Et ces 5 champs-là, ce sont les siens. Et bien sûr, elle a la capacité d'obtenir des habilitations et de faire des expérimentations. Par exemple, la CTM a l'habilitation concernant le transport. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. Nous avions trop d'autorités organisatrices du transport en Martinique. En plus, avec faisant que certaines zones sont plus ou moins couvertes. Et en plus, avec une organisation sociale qui par elle-même crée de la difficulté. Par exemple, sur la conurbation de la CACEM, on a des co-traitants, des sous-traitants et puis des personnels attachés eux-mêmes à la CFTU. 3 conventions collectives sur un seul territoire. C'est ingérable. Donc forcément, l'exploitant, sa première question du matin, c'est pas est-ce que mon réseau sera bien approvisionné, est-ce que mes clients, c'est aïe bon Dieu, est-ce que mes bus vont sortir s'il n'y a pas un conflit social. Donc c'est nous-mêmes aussi qui devons questionner, c'est toujours pareil, questionner le modèle. Et c'est pour ça qu'en ayant posé des questions à l'exploitant, donc à la CFTU elle-même, c'est la CFTU elle-même qui, après discussion de son organisation, qui nous a dit, et nous avons creusé, que le transport gratuit sur la conurbation de la CACEM est cohérent. C'est possible. C'est possible. Et ça permettrait de faire à la collectivité, la CACEM, de gagner de l'argent. Entre 5 à 10 millions d'euros par an. Les hommes en place, que ce soit majorité ou opposition, n'ont pas fait ce travail? En tout cas, ils n'ont pas... Ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas posé la question à l'exploitant. Bon. Et moi, je considère qu'à un moment, il faut... Et je peux expliquer en quoi, non seulement c'est possible, et en plus qu'on fait gagner de l'argent, et qu'on rend du pouvoir d'achat aux Martiniquais. Parce que les gens qui prennent les bus... Ce sont des gens qui ont des pouvoirs, qui ont des budgets contraints, et principalement des femmes. Je parle beaucoup des femmes parce que nous sommes majoritaires et malheureusement notre Martinique n'est pas pensée pour nous. Donc il faut que les choses se reviennent parce que quelque part, quand la femme se retrouve à l'extérieur du modèle ou du monde, le monde va mal. On le voit en ce moment. Très bien. Alors, autrement, vous dites que le tourisme, en tout cas, c'est un des secteurs les plus développeurs de l'économie de la Martinique. À développer. À développer, d'accord. Et vous dites par contre que la manière dont a été mise en place le comité martiniquais du tourisme a été mal pensée et qu'il faudrait que ce soit une structure indépendante de la CTM. Effectivement, nous sommes penchés très précisément sur le secteur du tourisme parce qu'à Martinique Gagnante, nous considérons que le tourisme, c'est le secteur qui peut nous permettre de relancer rapidement notre économie. C'est pas... il y en a d'autres, mais celui-là, c'est le central. Les chiffres sont là. Aujourd'hui, le tourisme contribue à seulement 4% du produit intérieur brut de la Martinique. Dans des îles voisines tout près, qui n'ont pas plus que nous, c'est 50%. Et le tourisme a cet avantage d'entraîner tous les secteurs. L'agriculture, la pêche, le transport, la formation des jeunes, etc. Donc, pour moi, si on décide véritablement d'avoir une politique touristique digne de ce nom, avec on se met d'accord sur nos forces, parce que nous en avons, nos zones de progrès, j'aime pas parler de faiblesse, nos zones de progrès, et nous définissons le modèle que nous voulons, nous gagnons. Et pourquoi je dis
que le comité du tourisme doit être organisé différemment. Aujourd'hui, c'est un organisme qui prend des décisions un peu seul, sans associer les professionnels, ou en les associant de manière en dernière minute. Par exemple, quand on regarde la dernière campagne, on se dit qu'il y a un questionnement. Des médias l'ont qualifié de flop. J'en suis très triste parce que je suis martiniquaise et que je n'aime pas qu'on parle de mon pays de cette manière-là. Mais on ne peut que reconnaître que on ne vote pas nos atouts en voyant ça. Il y a quelque chose ça ne donne pas envie. Ça donne pas envie. Et puis surtout, c'est bien de vouloir aller chercher d'autres touristes, mais si, quand le touriste arrive, nos sites ne sont pas entretenus, je dis pas propres, mais pas entretenus, il n'y a pas de fléchage. Quand vous cherchez, j'ai une consoeur qui est venue récemment faire des reportages. Comme elle me connaissait, elle m'appelait pour me demander où se trouvaient certains sites où elle voulait aller. Ce sont les différences d'organisation que vous identifiez par rapport aux îles voisines Oui, c'est-à-dire que quand vous décidez de faire un secteur votre moteur, vous mettez tout ce qu'il faut pour pouvoir le permettre de gagner, d'atteindre votre objectif. Et comme aujourd'hui, ce n'est pas notre objectif de faire progresser le tourisme, ça entraîne tout le reste. Est-ce que vous savez que nos banques ne financent dans leur encours, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont comme crédit, il n'y a que 1% qui concerne le tourisme. C'est ce qui veut dire que personne aujourd'hui, les banquiers n'ont pas confiance dans le tourisme. Parce que les acteurs, et principalement, quand je dis les acteurs, c'est la vision politique n'est pas assez forte pour dire ce secteur-là, c'est notre fer de lance et on met le paquet pour pouvoir le transformer, le moderniser et le mettre en fonction de l'attente des clients. Bon. Et quand il n'y a pas cette volonté forte politique, pourquoi des banques vont aller mettre de l'argent là-dedans? Oui, un instant, Dani. C'est pourquoi aussi vous dites que c'est ce manque de volonté politique qui fait que vous dites aussi que certains professionnels ne sont pas au niveau. Il y a dans le tourisme, comme partout ailleurs, si les gens ne sont pas formés, ça n'avance pas parce que le monde change. Un exemple. Vous connaissez le yield management. Pour vos éditeurs, s'ils ne savent pas, c'est une méthode de vente qui est appliquée dans l'aviation depuis très longtemps, qui veut que plus vous achetez votre billet ou votre séjour tôt, moins il vous coûte, et plus vous l'achetez près de l'échéance, plus il est cher. Ce système de vente a permis aux compagnies aériennes de se remettre en selle financièrement par rapport à la crise qu'ils ont connue dans les années 2009, 2010, etc. Ça ne fait que 6 mois que des hôtels ici se sont formés à cette technique qui est en cours dans l'hôtellerie dans le monde depuis longtemps et avec des résultats. Vu que les hôtels qui ont formé leur personnel et qui l'ont appliqué, en 6 mois, ils ont vu leur ratio chambre, c'est-à-dire le prix de la chambre, progresser entre 15 et 20%. Donc vous voyez, c'est pas des choses illusoires, c'est pas des choses tirées du chapeau, ce sont des choses réelles. Et aujourd'hui, et c'est ça que je trouve qui est quelque part coupable. Vous savez qui est en train de réfléchir et de modéliser peut-être un système pour pouvoir relancer notre activité hôtelière? L'État français. L'État qui trouve que le sinistre est tellement énorme, on a perdu 1900 chambres sur les 15 dernières années. Et il n'y a aujourd'hui aucun véritable projet pour pouvoir relancer ça. L'État français a pris le truc à bras-le-corps, parce que l'État français fait du tourisme son fer de lance. Ils sont en train de réfléchir, de regarder les 2-3 hôtels qui fonctionnent en Martinique, de trouver les raisons pour lesquelles ça fonctionne, qui passent par le management, qui passent par les investissements, qui passent par le social, qui passent par le service, et d'arriver à modéliser pour dire après aux autres, écoutez, on va vous aider, mais à la condition que vous fassiez ça. Vous vous rendez compte? Ça vient de l'extérieur. Nous ne sommes pas en capacité de l'imaginer ça. À Martinique gagnante, on dit oui.
l'État en tout cas est déjà lancé sur le dossier. Encore 5 minutes sur le tourisme. Vous relevez un peu les points finalement qui ne fonctionnent pas bien dans le tourisme. Donc vous avez parlé à l'instant du yield management, c'est une commercialisation de notre offre qui n'est pas assez moderne. Vous parlez d'un virage technologique raté par certains professionnels. Qui n'a pas été pris en tout cas. Qui n'a pas été pris. Rien n'est jamais raté, tout est toujours... Moi je crois que à partir du moment, et c'est là que à Martinique Gagnante nous sommes dans le réel, faut arrêter de se dire que tout va bien alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des choses qui vont pas bien. Donc à partir du moment qu'on reconnaît dans le réel, eh ben on peut faire prendre le virage et c'est rapide, c'est faisable et c'est possible. De subventions mal dirigées. Oui. Donc vous allez nous dire aussi en 2 minutes comment est-ce qu'on pourrait mieux les rediriger. Le pic de décembre, notamment pour le tourisme de croisière, on a un pic de décembre à avril, mais pas de bateau de juin à septembre. Là, vous avez peut-être aussi des propositions. Et puis aussi les touristes, bon ça c'est pas nouveau, les touristes de croisière dépensent très peu. Sur 299 millions dépensés par les touristes, seuls 10 millions. Donc c'est une misère. Bon, c'est quand même 10 millions. C'est quand même 10 millions. Mais bon, donnons un chiffre. Attendez. Moi, j'aime bien ne pas... parce qu'en 10 millions, on se dit, ouais, quand même 10 millions, quoi. Ça fait 12 euros par croisiériste. Voilà. 12 euros. Et à côté, ils dépensent 110 euros. Donc, et à côté tout près. Hein. Et une autre donnée sur laquelle j'aurais aimé avoir des précisions, alors bien qu'on ait un euro fort, on aime bien le répéter, le chiffre d'affaires par chambre louée est de 94 euros en moyenne ici, alors que dans les îles voisines, on est à 140 euros. Est-ce que vous pourriez m'expliciter ça en termes plus simples? En termes plus simples, 94, 140, on est dans le yield management. C'est-à-dire que on vend tout au même moment, au même prix au même moment, et en plus, on est dans une stratégie baissière systématiquement. C'est-à-dire qu'on fait de la promotion. Alors que faire de la promotion, à un moment, on dégrade son prix à la chambre. Or, si on se met à réfléchir pourquoi et à se dire il y a peut-être des techniques de vente à mettre en place, on voit que le prix s'améliore. Et c'est bien pour ça que quand vous dites là-bas, ils ont des monnaies qui sont moins fortes que nous, ils arrivent à mieux. Ça veut dire que quelque part, nous devons questionner notre manière de faire. Vous voulez nous dire que le prix de la chambre dans une île voisine, c'est pas forcément ce qui motive le choix des touristes. C'est pas forcément ce qui a le moins cher. Oui, exactement. C'est pour ça que quand on donne des chiffres et très clairement et qu'on les compare, on voit que ce n'est pas une question de prix. C'est une question de volonté. Oui, c'est une question de volonté, c'est une question de service, c'est une question de... Quand je dis service, c'est-à-dire que quand vous arrivez à l'aéroport, comment vous êtes accueilli, quand vous arrivez... Et une volonté politique de se dire qu'on va de l'avant. Donc, vous me disiez tout à l'heure les subventions mal dirigées. Oui, malheureusement, quand il y a des choix qui sont faits, ils ne sont pas faits en fonction de comment dire... Avec des paramètres, par exemple, de créer de l'emploi ou d'augmenter, d'améliorer l'offre touristique, etc. Ils sont là, ils sont faits, j'ose le dire souvent parce que l'hôtel est tenu par un tel que je connais, je veux pas de grève, etc. Parce que un tel est tel syndicaliste est dans mon équipe, etc., etc. Les raisons ne sont pas les bonnes. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est par un manque de courage et du clientélisme. Donc, à un moment, il faut sortir de ça. Alors, quand on reste dedans, c'est de là qu'on voit que les choses se dégradent. Et qu'effectivement, on se dit, mince, on a mis tout ça d'argent et ça se casse la tête quand même. Oui, parce que il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a pas de bonne appréhension du système. Et pour vous montrer comment c'est comme ça, dans beaucoup de secteurs, souvenez-vous de la Socopma. La Socopma a été soutenue, a reçu beaucoup de subventions et pourtant ça s'est effondré. Et en créant un vrai problème pour la filière agricole. Parce qu'à un moment, on ne peut pas soutenir des systèmes qui sont mal gérés ou qui ne correspondent pas à une réalité. Et c'est à Martinique Gagnante, nous voulons qu'on revienne dans la réalité. Et être dans le réel, ce n'est pas forcément faire mal, quoi. On peut gagner et on peut justement retrouver cette fierté parce qu'on a compris pourquoi les choses ne fonctionnent pas. On se met dans des processus gagnants et on se rend compte, non seulement on gagne soi, mais le plus grand nombre gagne aussi. Et ça, c'est formidable. Oui. Alors pour vous, oui, alors Dany, je vais vous donner la parole, il n'y a pas de souci. Alors, Madame Rosamond, pour vous, donc, les avantages accordés à certains salariés plombent les entreprises et pour vous, justement, ce serait regarder la réalité que les remettre en cause? Faut pas dire les choses de cette manière-là parce qu'on a l'impression qu'à Martinique Gagnante, on veut enlever tous les avantages.
nous sommes pour, alors que c'est pas ça, nous sommes pour regarder les avantages aberrants. Par exemple, quand nous avons commencé à regarder un peu plus en détail le tourisme, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des primes qui sont indexées sur le chiffre d'affaires, pas sur le résultat. C'est quelque chose qui n'existe nulle part, quoi. L'entreprise fait des résultats. Qu'elle partage le résultat, c'est sain. Et je considère que c'est une juste répartition et qu'il faut que les salariés participent aux bénéfices parce qu'ils ont travaillé pour ça, oui. Mais que ce soit sur le chiffre d'affaires, ça veut dire que même si l'entreprise fait des pertes, elle est obligée de payer. Et il y a des hôtels en Martinique qui sont dans ce cadre-là. Vous dites que ça n'existe nulle part ailleurs. Bon. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et je vais même être très clair. Je dis rouleau bravo aux syndicalistes qui sont parvenus à signer ça. Parce que franchement, je me dis, ils ont dû se retrouver face à un dirigeant, et comme c'est un hôtel qui appartenait avant à un groupe, un dirigeant qui franchement ne voulait tellement pas de vagues, il n'en avait pas rien à faire, il a signé n'importe quoi. Parce que ça, c'est de toute façon emmener une entreprise dans le mur. L'entreprise, l'hôtel en question, eh ben, cette année, elle sort avec des pertes. Parce qu'elle a dû payer. Pourquoi est-ce qu'on ne partage pas les pertes alors du coup? Oui, non, attendez. Je ne pense pas, sauf si je ne pense pas que l'objectif d'une entreprise, c'est faire des pertes. Hein. Mais oui, voilà. Parce que si c'est ça, elle n'existe pas. Et si c'est ça, on comprend mieux pourquoi on se retrouve dans cette situation catastrophique au niveau des hôtels. Parce que, attendez, il n'y a pas de mystère. L'hôtel ne peut pas investir, c'est-à-dire se rénover, même pas imaginer d'acheter autre chose. Repeindre les chambres. Quand vous allez dans certains hôtels, mais c'est à mourir, vous n'avez pas envie d'aller là. C'est ça qui existe. Il se trouve que j'accompagnais la semaine dernière une délégation qui est venue. Ah ben, ils étaient dans un hôtel sur chez le Cher. Ah ben, ils se disaient, mais franchement, dans la salle de bain, c'est juste, on a passé un petit coup de joint pour montrer que attendez, des gens qui circulent dans le monde ne sont pas dupes. Vous venez, vous avez besoin d'être là, vous y allez. Et puis, mais sinon, non. Moi, je crois que la clientèle n'est pas dupe et c'est pour ça qu'elle vient pas. Et c'est pour ça qu'elle préfère aller dans des gîtes. Heureusement que nous avons des gîtes et des appartements, d'autres systèmes. Sinon, la fréquentation touristique en tourisme de séjour aurait encore chuté de manière plus colossale. Donc, mais là, le tourisme, c'est une industrie. C'est pas un truc fait par papa, maman en deuxième choix, c'est une industrie. Et si nous la traitons pas comme une industrie, c'est-à-dire avoir des navires amirals qui peuvent venir tirer la destination à côté d'autres formes d'hébergement et avec des produits touristiques dignes de ce nom, avec un fléchage digne de ce nom pour qu'on ne se perde pas dans la campagne, eh ben, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis un cadre aussi, parce que vous parlez d'industrie touristique, mais dans les grands pays qui vivent plus ou moins bien de cette industrie, 5 parmi les 10 destinations les plus visitées en 2014, 5 sont en Asie. Donc ce sont des pays qui sont connus pour leur modernité, leur effervescence. 6 sont des destinations gastronomiques. Alors est-ce que là aussi on met le point sur notre atout gastronomique ici? Écoutez, si vous avez lu jusqu'au bout notre programme concernant le tourisme, nous avons comme projet d'installer une école de gastronomie en mariant la gastronomie française avec nos produits locaux, et c'est possible. Nous avons déjà les contacts pour le faire. Et ils sont d'accord, c'est-à-dire qu'il y a les maîtres restaurateurs de France que nous avons été voir, et il y a déjà d'ailleurs quelques chefs qui sont de cette confrérie, et qui sont d'accord parce qu'ils se rendent bien compte que la gastronomie française, c'est une manière d'être, etc. Elle est recherchée dans le monde. Et si on arrive à la marier à ce que nous savons faire, nous avons la capacité déjà de toucher l'ensemble de la Caraïbe, parce que nos jeunes qui sont formés, ils pourront y aller et ils pourront revenir chez nous avec encore plus de technicité. Donc c'est pour ça que pour nous, comme notre programme, en ce qui concerne le tourisme, est riche, c'est-à-dire part de l'hôtel, mais descend sur l'ensemble
l'ensemble l'ensemble de ce qui fait. On se retrouve sur les marchés, etc. Absolument, qui font des produits touristiques de manière à ce que ce soit la destination dans son ensemble qui se retrouve boostée par tout ça. Bon. Le temps file. C'est parce que c'est intéressant. Oui. Là, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec la CTM. Peut-être que vous allez le faire. Vous avez été au forum Genre et Développement du Mali et vous avez communiqué sur la CTM. Oui. Alors, pourquoi c'est important pour vous d'aller là? Le rapport avec nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi? En fait, je suis très heureuse que vous me posiez cette question. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez une belle photo en plus sur votre site avec le président du Mali et d'autres femmes. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, j'ai eu cet honneur d'être invitée à parler de la Martinique. Et puis au fur et à mesure, il y avait également des femmes de Guadeloupe et de Guyane qui étaient invitées et qui n'ont pas pu y aller et qui m'ont demandé de parler en leur nom. Donc pour moi, ça a été un très grand honneur déjà de savoir que des Guadeloupéennes et des Guyanaises me demandaient, moi martiniquaise, de parler en leur nom. Ce qui veut dire que c'est un faux débat qu'on nous bassine depuis longtemps de dire qu'on ne peut pas qu'on est divisé avec la Martinique et avec la Guadeloupe et la Guyane. Donc pour moi là, c'était déjà une première victoire, je le démontrais. Arrivé là-bas, donc à partir du moment que j'ai eu cette invitation qui était plus large, je me suis dit attendez, c'est pas juste la Martinique qui est invitée, et donc du coup, je me suis dit, je vais leur raconter ce que nous sommes en train de faire. Parce que la CTM, il faut bien comprendre que c'est la nouvelle organisation de la France dans 10 ans. Il y a une loi qui s'appelle la loi Notré, qui a été prise en début d'année, et qui pose cette nouvelle organisation. C'est-à-dire que nous avons voté de rassembler les départements et la région. L'État français, lui, a pris de manière autoritaire en se disant, dans 10 ans, il n'y aura plus que les régions. Les départements auront disparu. Donc, moi, je me suis dit, je vais expliquer ça face à ces gens-là parce que ils sont en contact avec l'État français et ils sont eux-mêmes au Mali, et puis il y avait beaucoup de pays de la Corne de l'Afrique qui sont dans la réflexion par rapport à leur organisation. Et c'est en ça que j'ai trouvé, et ils se sont montrés extrêmement intéressés et ils m'ont posé beaucoup de questions. Et justement, les processus qu'il y a fallu mettre en place pour pouvoir arriver à ça. Et moi, je crois que c'était vraiment une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Pour une troisième raison. À Martinique Gagnante, nous avons décidé de nous lancer en politique, de faire une nouvelle offre. Nous l'avons faite. Nous sommes en vie et puis on avance quoi. On a travaillé et nous serons là pour le 9. Je me suis retrouvée face à des femmes qui, ne serait-ce que d'avoir imaginé se lancer en politique, ont été tuées ou se retrouvaient kidnappées, etc., etc. Je peux vous dire que ça vous remet les idées en place, mais franchement, c'est pour ça que nous dit nous pas paix, quoi. Il y a des liens économiques possibles entre la Martinique et c'était ça la quatrième belle chose. Non seulement il y a des liens économiques possibles, mais ils sont en attente. Ils étaient, mais ça faisait très longtemps que cette organisation, parce qu'il faut comprendre, le forum de Bamako, c'est l'équivalent du Davos des pays occidentaux, mais le forum de Bamako, c'est au niveau de l'Afrique. Oui. Donc il y a des gens de toute l'Afrique qui convergent pendant 3 jours dans ce pays en parlant de beaucoup de sujets. Et donc ils avaient voulu depuis très longtemps faire le lien avec la Caraïbe, enfin en tout cas les gens originaires qui sont partis il y a très longtemps et qui ont pollinisé, enfin en tout cas avec l'esclavage, etc. Ouais. Et que c'était en plus un moment exceptionnel pour ça. Et donc c'était des entrepreneuses et elles m'ont toutes donné ce qu'elles savaient faire, des produits, et en disant nous pouvons commercer ensemble. Par exemple notre chocolat Hello, parce que j'étais arrivée à partir avec des petits échantillons de plein de choses de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane sur mes frais, chose qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas beaucoup avec un budget raisonnable, voyez, c'est la volonté qui fait la différence. Et donc notre chocolat Hello, ils ont fait ça tellement extraordinaire qu'ils ont dit écoutez, le cacao est de chez nous. Vu qu'il faut savoir que 80% du cacao qui est dans le chocolat Hello vient de ça vient pas de Martinique. Non, du Sénégal. Vient du Sénégal. Donc le cacao est là. Écoutez, trouvons une joint venture, trouvons transférez-nous nos recettes, etc. Et nous faisons du chocolat Hello pour la Corne de l'Afrique. Attendez, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je l'ai transmis au groupe en question. Ayotte pour ne pas le citer, après c'est à eux de faire. Mais il y a vraiment, j'ai trouvé que c'était il y avait cette énergie
que quand vous avez, parce que vous savez bien ce qui se passe au Mali, donc c'est un pays qui est pas sécurisé, et vous voyez bien que c'est encore les femmes qui souffrent le plus. Donc quand vous sentez des entrepreneuses comme ça, des gens volontaires qui ont envie, malgré l'adversité, que les choses avancent, eh ben vous pouvez dire, attendez, Martinique gagnante, c'est pas rien pour mouiller nous, quoi. On y va. Ok. Bon, on va finir là, comme ça. Oui, on va finir comme ça. On a un petit exercice, l'exercice des mots, où on vous soumet quelques mots et on vous demande de réagir assez spontanément. Si je vous dis par exemple démocratie. Démocratie, pour moi, c'est la forme qui jusqu'à présent paraît la mieux, mais qui, enfin en tout cas en termes de liberté, etc., mais qui malheureusement a été conçue par des hommes pour des hommes. Donc grande difficulté pour les femmes de s'y exprimer. Et puis aussi, nous sommes dans une forme un peu pervertie de la démocratie, c'est-à-dire que les hommes politiques ont réussi ce tour de force, que ce soit la peur soit du côté des populations au lieu qu'elle soit du côté des élus. Ce qui veut dire que les élus font croire à la population que c'est eux qui sont les grands sauveurs, alors que ce sont des gens qui les élisent, qui les mettent là pour qu'ils fassent quelque chose pendant un temps donné. Ils sont employés, ils sont pas à temps plein, quoi. Ils sont pas sur un trône et c'est pas à eux, quoi. Et moi je trouve que c'est là que faillit la démocratie, et je salue vraiment toutes ces listes citoyennes qui sont en train de faire un travail, et aussi bien ici qu'ailleurs. Par exemple, j'ai croisé sur internet un groupe qui veut faire un site, enfin qui est en train de le développer pour comparer les avant élection les programmes politiques des candidats, de manière à pouvoir véritablement non faire pas des bilans après. Et puis faire des bilans après. Okay. Et c'est pour ça vraiment, je considère que si la démocratie elle est mieux que le totalitarisme, il n'y a aucun problème là-dessus, mais bon, faut l'améliorer. Limite. Oui, le mot limite, qu'est-ce que ça vous évoque? Nous ne sommes pas limités. Bon, nous ne sommes pas limités. Ça me suffit comme réponse. Si je vous dis, alors là j'ai hésité, bon, allez, homme. J'avais déjà commencé par mettre un F et puis finalement j'ai transformé mon F en H, en grand H. Et puis en mettant un O au lieu d'un E. Moi je considère qu'aujourd'hui il faut monter à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'homme avec un grand H avec un petit, parce que celui qui avec un petit, il s'est accaparé de tout et a mis la femme de côté, et c'est pour ça que ça fonctionne pas bien. Donc l'humanité doit redevenir au centre, et cette humanité est composée de deux types de personnes, des hommes et des femmes, et elles doivent retrouver leur juste place. Il n'est pas question pour moi de dire que l'un doit dominer l'autre, leur juste place. Et quand on voit, par exemple, je suis assez sidérée quand je vois avec quelle facilité certains de nos dirigeants mondiaux disent bon ben je prends mes avions, je vais canarder tel pays, et que c'est pris principalement par des hommes, quoi. Et moi je pense que s'il y avait des femmes dans ces cercles-là, des femmes qui donnent la vie, et pas une femme, mais des femmes, parce que quand une femme monte en politique, elle devient, voilà, elle se transforme. Mais quand plusieurs femmes montent en politique, c'est la politique qui se transforme. Eh ben, j'ose dire que si il y avait plus de femmes dans des instances où on prenait des décisions mondiales, eh ben, je pense que le monde irait mieux. Deux derniers mots, fleurs. Ah, ça c'est un beau mot. C'est une perche que je vous. À Martinique gagnante, nous avons un programme de refleurissement de la Martinique. Nous avons fait une étude avant de nous lancer, et nous avons constaté que quand on demandait aux gens qu'est-ce qu'était pour eux la Martinique, pour eux c'est Martinique, île aux fleurs. C'est incroyable, quoi. Et quand on regarde, eh ben, nous sommes bétonnés. Et quel que soit l'endroit où nous sommes. Et je me dis, et si nous reprenions ce rêve commun? Et si nous redonnions vie à quelque chose qui n'est pas extraordinaire, mais qui crée un lien incroyable? Parce qu'une plante, vous êtes obligé de la soigner si vous voulez qu'elle devienne belle. Elle peut devenir belle toute seule dans son coin, vu que la nature est comme ça. Mais si en plus il y a la main de l'homme qui l'accompagne, mais c'est merveilleux. Et c'est en quoi que oui, la Martinique peut redevenir un pays fleuri. Martinique gagnante y croit beaucoup. Très bien. Le dernier mot, c'est richesse. Oui, richesse. Nous sommes en capacité d'en créer. C'est quoi la richesse alors? La richesse, c'est pas forcément la richesse financière, la richesse humaine. Moi, je crois que davantage à ça, parce que quand on est dans la richesse humaine, on a toutes les autres. On n'est pas limité.
on sait que c'est possible. Et en plus, on n'a pas peur de l'autre. On va vers lui et on sait qu'avec lui, on peut faire encore plus que ça. Donc, ouais, le mot richesse, pour moi, ce n'est absolument pas que financier. Merci. Merci infiniment, en tout cas. Merci, chers amis, de nous avoir prêté attention. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Sud-Est. Merci à vous, chers téléspectateurs de Watt TV. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission plutôt sur www.wattv.tv, WHAT-TV.tv. Merci à vous, Francette Rosamond. Merci infiniment, merci aux auditeurs et puis merci à vous, parce que les questions étaient d'une très grande pertinence. Merci beaucoup. Merci, on rappelle que vous êtes tête de liste, donc le Martinique gagnante à ces élections à la CTM, à la collectivité territoriale de Martinique. Et merci également Dany, donc de nous avoir accompagnés pour cette émission à l'animation. Merci Dany. Merci à toi. Je te laisse annoncer le prochain invité. Le 31 octobre, donc samedi prochain, nous recevrons Serge Letchimy, tête de liste de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Merci à vous et à bientôt.